Bonjour à tous. Ceci est officiellement l'épisode 1, le podcast des espoirs. C'est un grand début. On l'attendait grandement. Aujourd'hui, on n'a pas une meilleure, il n'existe pas une meilleure journée pour commencer un podcast que la date limite des transactions. On a beaucoup d'actualités, on a beaucoup de transactions à réagir. On va réagir à tous les échanges qui auront lieu pendant cet épisode, mais aussi on va donner nos réactions aux échanges qui se sont passés durant les dernières journées. On a une grande tête de hockey avec nous aujourd'hui. Cédric, un ami proche à nous. Rends-toi un petit peu, Cédric. Bonjour messieurs, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, ça fait quand même quelques années que je suis le hockey, également le baseball. C'est un peu mes deux sports favoris, je dirais. Et non, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc on va commencer sans plus attendre. On va commencer sur... on va revenir sur les échanges qui se sont passés durant les derniers jours. On a eu beaucoup de transactions. Pas vraiment de transactions majeures hier, mais on va revenir... j'essaie de trouver un peu la liste des transactions. Ok, donc on a eu Max Domi qui a été échangé hier, qui reste dans la même division, mais il se dirige vers les Stars de Dallas en échange de Anton Khudobin et un choix de deuxième ronde. Une saison assez bonne pour Max Domi. On peut penser un peu à sa saison qu'il y a eu avec le Canadien de Montréal. Quand on regarde Max Domi en ce moment, je pense que c'est 49 points en 60 matchs. Et on sait que Domi aime beaucoup le jeu physique. Moi, je dirais que c'est quand même une très bonne transaction pour Dallas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je peux y aller. Très bonne transaction pour les Stars de Dallas, selon moi. Max Domi est un atout, je dirais pas majeur, les boys, mais je dirais qu'il peut aider une formation comme les Stars de Dallas. Je sais pas ce que t'en penses, Ced, mais... Écoute, moi je suis entièrement d'accord. Écoute, 49 points en 60 matchs. Clairement, il a beaucoup bénéficié de Patrick Kane qui a aussi quitté l'organisation des Blackhawks. On va en parler plus tard. Mais non, très bonne saison pour Max Domi. Puis les Stars vont beaucoup en bénéficier. C'est une équipe quand même qui brasse beaucoup. Quand tu regardes les joueurs qui sont dans leur formation, t'as déjà Jamie Benn, qui est un excellent attaquant de puissance. Ils ont aussi signé Mason Marchment la saison dernière. Ils ont aussi quand même des grands défenseurs. Quand tu regardes Ryan Suter, Yanni Akampa, ça brasse beaucoup cette équipe-là. Donc Max Domi, je pense que c'est un très bon fit dans ce club-là. Donc on va revenir. Hier, on a eu aussi également les Coyotes qui continuent leur vente. Oui. On a eu Jacob Chychrun qui a été finalement échangé après, je pense, peut-être même 2 ans de suspense à propos de Chychrun. Il s'en va vers les Sénateurs. On pensait pendant longtemps qu'il allait se diriger vers les Kings. Finalement, il part vers Ottawa. Ottawa se construit vraiment une très bonne équipe. Je pense que leur défensive avait besoin d'un gars comme Chychrun. On sait qu'ils ont Chabot, Sanderson et Zub. Et là, tu rentres Chychrun dans cette défensive-là. C'est vraiment intéressant d'avoir Ottawa se construire une équipe. Mais on va plus parler du retour que les Coyotes ont reçu. Beaucoup s'attendaient à un retour énorme. Mais finalement, c'est juste un choix de première ronde et 2 choix de deuxième ronde. Ce qui peut paraître comme beaucoup, mais pour un défenseur comme Chychrun, qui est signé à long terme, on dirait que les Coyotes se sont fait un peu voler, on dirait quasiment. Je vais être honnête, ça fait quand même 2 ans qu'on attend les résultats de cette transaction-là. Ça fait peut-être depuis le camp d'entraînement de 2021, je pense. Ah, c'est fort possible, ouais. Ça fait vraiment longtemps qu'on attend le résultat de cette transaction-là. Puis plusieurs ont été déçus. En fait, le retour, c'est un très bon retour selon moi. Un choix de première ronde et 2 choix de deuxième ronde. Je sais qu'il y a des choix conditionnels là-dedans. Ouais. Mais ça aurait pu... En fait, pour que ça ait attendu 2 ans, je pense que soit les Coyotes n'étaient pas... Les Coyotes n'étaient sûrement pas satisfaits du retour que les autres directeurs généraux leur proposaient ou les autres équipes leur offraient. Donc, gros revirement de situation. Puis... je pense que les sénateurs vont beaucoup bénéficier de cette acquisition-là. Mais je pense que les Coyotes ont peut-être senti un sentiment de OK, il faut qu'on se dépêche. On sait que les Coyotes sont dans la lutte pour avoir Connor Bedard. Je pense qu'ils ont eu un sentiment un peu de faut qu'on se dépêche, faut qu'on échange Chychrun.
Et je pense que c'est sûr que quand tu regardes toutes les offres que les Coyotes auraient pu avoir, on sait que les Kings étaient vraiment les numéro 1 pour avoir Chychrun. Mais là, on a appris que Brent Clark était intouchable, Quinton Byfield était aussi également intouchable, donc ça a un peu limité les offres, je pense, que les Kings pouvaient faire. Mais là, finalement, Ottawa se construisent réellement un gros club. Ils ont cherché DeBrincat au dernier draft, au dernier repêchage. C'est sûr que là, il est agent libre à la restriction, faut signer DeBrincat à long terme. Mais Chychrun est encore signé pour encore 2 saisons. Donc, ça va permettre à Ottawa de faire progresser leur jeune joueur avec Chychrun qui est signé à long terme. Donc, on va enchaîner sur une autre transaction et qui implique également les Coyotes de l'Arizona. Shane Gottisbehere, un excellent défenseur offensif, envoyé en Caroline pour un choix de 3e ronde en 2026. Les Coyotes accumulent réellement les choix de repêchage. Et je pense que pour Shane Gottisbehere, c'est compliqué un peu quand c'est un joueur qui est agent libre à la fin de la saison. Je pense que les retours sont toujours un peu compliqués. Donc, je pense pas que les Hurricanes vont pouvoir garder Gottisbehere à long terme. Donc le signer après cette saison aussi. Mais un choix de 3e ronde pour un défenseur offensif de ce calibre-là, c'est tough à dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du retour? Je trouve que c'est un retour quand même assez satisfaisant, je dirais, pour Gottisbehere. C'est sûr que il y a eu des bonnes années à Philadelphie, notamment. Il a marqué beaucoup de points avec les Flyers de Philadelphie. Sauf que, en même temps, je suis d'accord que même s'il y avait une bonne saison avec les Coyotes, c'est pas nécessairement le type de défenseur de premier plan. Donc c'est pour ça un peu que un choix de 3e ronde, je pense que c'est un bon retour pour Gottisbehere. C'est sûr que les Hurricanes vont bénéficier de son jeu offensif. Ah, c'est sûr. Donc je suis entièrement je trouve que c'est une très bonne transaction pour les deux équipes. C'est sûr que les Coyotes ils accumulent, comme tu l'as dit, ils accumulent les choix de repêchage et ça devient assez intense pour les prochains repêchages vont être bien très occupés pour les Coyotes. Effectivement. Les 3 prochaines années, c'est assez loadé en termes de choix de repêchage, là. J'aimerais vous envoyer, moi, sur un trade parce que là, il faut que je parle. Là. Je parle pas depuis tantôt. Là. C'est correct. Fait que hier, nous avons eu un échange entre les Bruins et les Red Wings. Tyler Bertuzzi, excusez-moi, s'en va vers les Bruins. Vous en pensez quoi? Je te laisse y aller, Benjamin. Laisse y aller? Ah oui. Tyler Bertuzzi, c'est un joueur assez intéressant. On parlera pas seulement en dehors de la glace, mais sur la glace, c'est un joueur qui joue très tough. Il aime beaucoup le jeu physique. On a vu aussi des réactions de Dylan Larkin hier qui était un petit peu aux larmes. Mais Tyler Bertuzzi cette année, 14 points en 29 matchs, seulement 4 buts. Mais c'est un joueur qui, quand on regarde les années précédentes, il y a eu de très bonnes productions. Et c'est sûr que Boston, s'ils ne sont pas favoris pour la Coupe Stanley, je ne sais pas qui l'est, honnêtement. Mais ouais, donc les Bruins de Boston, excellente transaction pour eux. Quand tu regardes leur équipe, c'est très impressionnant le talent qu'ils ont. Est-ce qu'ils vont avoir 10 défaites selon vous dans la saison? Justement 10. Ils vont avoir 10 défaites, mais ça sera pas... Ils vont avoir plus de 10 défaites, mais ce sera pas un chiffre très élevé. Les Bruins de Boston, c'est une organisation tellement... C'est une organisation qui font tout bien. À part... Si on exclut le dossier de Mitchell Miller, Ouais. je pense que c'est une organisation qui fait tout bien, autant dans le développement de leurs jeunes, dans les transactions qu'ils font, dans les contrats qu'ils font. Je sais qu'ils ont prolongé également David Pasternak. Ouais. Je pense que c'était hier. Ouais. Donc, les Bruins de Boston, c'est définitivement une menace et ça va être très beau à voir en série. Mais ce qui m'impressionne beaucoup de Boston, c'est qu'ils savent comment rester au top de la ligue. C'est très très rare que tu vois Boston. Au début de la saison, moi je pensais que s'il allait avoir une année que Boston allait manquer les séries, ça allait être cette saison-ci. Bon, je me suis complètement manqué dans mes prédictions. Une chose que j'ai pas parlé. Ouais. Mais non, c'est quand tu regardes la fiche, je pense que c'est 48, 8 et 6. Et je pense qu'ils ont battu un record, l'équipe la plus rapide à avoir 100 points
ce qui est absolument absurde. À, je pense 61 matchs, 100 points, c'est ridicule. C'est incroyable. Effectivement, ils ont battu le record des Canadiens de Montréal en 76-77. Je pense qu'ils avaient réalisé ceci en 67 matchs. Quand tu bats un record qui implique les Canadiens de Montréal, c'est impressionnant. Surtout, je pense que tu disais... C'est quoi l'année que tu disais? 76, 77. Oh my God. Je pense. Ça, c'est les années vraiment prime. Guy Lafleur, Ken Jordan. Ouais, toute cette dynastie. Le C'est- jour où une c'est pas équipe va battre le nombre de Coupes Stanley du Canadien, appelez-moi parce que ça arrivera pas, moi, je ça pense. arrivera Ça sûrement arrivera pas tout de suite. Ça arrivera sûrement Ton pas tout de téléphone va pas sonner beaucoup. Les suite. C'est ça. nous allons avoir un duel de titans sûrement en série, car les Rangers de New York également se build un club, les boys en allant chercher Patrick Kane. Et aussi Tarasenko vraiment dans les débuts. Effectivement. Donc, quand tu regardes un peu le classement dans l'Est, toutes les équipes sont susceptibles d'être un candidat à la Coupe Stanley. Oui, T'sais- mis à part les Flyers, les Canadiens et les Blue Jackets, le reste Oh, des ouais. équipes. Tout le monde peut faire des séries dans l'Est, là, à part ça, une minorité d'équipes. C'est sûr que là, les Red Wings ont vendu Bertuzzi, donc sont moi je dirais hors de la course. Mais tu sais, Boston est un candidat pour la Coupe Stanley. Toronto, on peut dire ce qu'on veut de leur performance en série, mais ça reste que c'est une excellente équipe de hockey. Tampa Bay, ils ont 3 finales de suite, 2 Coupes Stanley. Les Hurricanes, on sait pas vraiment ce qui va se passer avec les Hurricanes, mais c'est toujours des candidats. Les Devils connaissent une incroyable saison. Les Rangers ont tout acheté dans les derniers jours avec Patrick Kane, avec Tarasenko. Les Pingouins en série, on sait jamais. Les Pingouins, c'est toujours une équipe qui est présente dans les séries, donc ça peut toujours être une menace, c'est sûr. Les Islanders ont aussi acheté Powervat dans les derniers jours. T'sais, toutes ces équipes-là, c'est des candidats qui peuvent faire peur dans les séries. C'est vraiment dur de prévoir qui va se rendre à la Coupe Stanley. T'as beaucoup de candidats là-dedans. Entièrement d'accord. Puis si on revient à l'échange de Patrick Kane, c'est fou comment... C'est quand même fou que, en fait, Patrick Kane, c'est un peu lui qui décidait où est-ce qu'il voulait s'en aller. Oui. On va se le dire, avec sa clause de non-échange, il était capable de dire où est-ce que je veux... en fait, il pouvait décider où est-ce qu'il voulait pas aller. Et cette situation a fait en sorte que les Blackhawks, ils ont reçu... Honnêtement, on va se le dire, ils n'ont pas reçu tant... La valeur des choix au repêchage qu'ils ont reçus en retour est pas tant énorme. Ouais. Parce qu'un choix de 2e ronde et 4e ronde, pour un joueur de franchise comme Kane, l'a été et l'est encore, selon moi, Ouais. c'est vraiment pas tant... C'est vraiment pas tant comparativement à d'autres échanges qu'il y a eu, comme par exemple Tanner Jeannot, qui a été échangé oui. pour 5 choix au repêchage. On va en parler plus tard de ça, de Tanner Jeannot. Mais je pense que la situation de Patrick Kane, c'est assez spécial. Ben, Patrick Kane, juste de base, c'est un joueur assez spécial. Oui. C'est un joueur que, oui, il a un talent énorme. C'est un joueur des plus talentueux, un des plus talentueux de la ligue. Mais en termes de statistiques avancées, surtout son côté son côté défensif, est horrible. C'est un bon point. effectivement. Il est horrible. En termes de défense, il joue à peine. Il y a à peine un jeu défensif. Mais c'est un joueur intéressant. C'est un joueur très très intéressant. Il a énormément de talent. On sait qu'il va se réunir avec Panarin. On va voir un peu la chimie entre les deux. On a vu un peu de vidéos un peu de Patrick Kane qui se réunissait avec son compatriote. C'est intéressant. Les Rangers, c'est définitivement un club qui vont all-in, si on veut dire ça. Et je pense que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que les Rangers vont faire en série. Qui ils vont affronter. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde dans l'Est est un candidat. Mais j'aimerais vous parler avec vous. Qui va rentrer dans les dernières places pour les séries? Est-ce que ça va être les Sabres, les Sénateurs, les Panthers? Qui vous pensez va rentrer? Selon moi, avec l'addition de Jacob Chychrun à Ottawa, je pense que les Sénateurs ont démontré leurs intérêts de participer aux séries. Je pense qu'ils vont tout donner pour faire ces séries, notamment en battant les Red Wings, 2 games d'affilée. Ouais, 2 matchs d'affilée. Ouais. Ils ont battu aussi les Rangers aussi. Les Rangers également. Je pense que les Sénateurs sont partis pour se hisser dans les équipes repêchées afin de participer aux séries éliminatoires. On tient à dire que ça, en ce moment, les Sénateurs ont 4 victoires d'affilée. Dans leurs 10 derniers matchs, ils ont une fiche de 7, 2 et 1. Donc 7 victoires, 2 défaites et 1 en prolongation.
Donc, c'est sûr que surtout les Sabres, ils ont pas de mauvaise équipe quand on regarde ça. Les Sabres peuvent être un candidat pour les séries. J'adorerais voir les Sabres de Buffalo faire les séries. Je pense que, premièrement, ben, Ça leur fait du bien. ça fait assez longtemps que les partisans des Sabres de Buffalo attendent ce moment. Mais surtout, ils ont l'équipe pour. Je pense qu'avec l'émergence de Tage Thompson comme étant un joueur d'élite, un joueur d'impact. Dallin aussi. La défensive, Dallin, il y a eu également One Power. Donc, j'aimerais ça voir les Sabres de Buffalo faire les séries au détriment des Capitals de Washington. Selon moi, les Capitals, on l'a vu récemment, ils ont fait des échanges un peu pour rajeunir l'équipe. Ouais, avec Sandin, ouais. Il y a eu l'échange de Sandin, donc ils sont allés chercher Rasmus Sandin des Maple Leafs contre un choix de première ronde et Eric Gustafsson. Mais il y a aussi eu l'échange de Dimitri Orlov. Oui, qui a envoyé Dimitri Orlov aux Bruins de Boston avec Garnet Hathaway en retour d'un choix de première ronde, de deuxième ronde, de troisième ronde. Ouais. Donc c'est quand même un bon retour pour Boston, mais ça veut également, c'est un peu comme un signe des Capitals qui parte un peu vers la jeunesse, on dirait. C'est ça. Pas envoyer un message qui veulent pas nécessairement faire les séries, mais essaye d'assurer l'avenir un peu. Ouais. Parce que quand Ovechkin va s'en aller, quand des John Carson, ça va être le futur. Il faut prévoir ce futur-là. Et c'est un peu ce qu'ont fait les Capitals dans les derniers jours. On se dirige maintenant vers l'Ouest. J'aimerais vous entendre sur une équipe avec, on pourrait dire, le meilleur joueur du monde actuellement, les Oilers d'Edmonton, qui ont été chercher Mathias Elcom et ont envoyé vers les Predators Tyson Barrie ainsi que Red Schaeffer. J'espère que je le prononce Reed comme Schaeffer, il faut. t'étais pas loin. Reed Schaeffer. Yes. Et un choix de première ronde en 2023, un choix de quatrième ronde en 2024. Qu'est-ce qui se passe du côté des Oilers d'Edmonton qui sont actuellement 6e dans l'association Ouest? Ils avaient besoin de défensive, pas seulement de défenseur, mais vraiment un défenseur défensif. Et je pense qu'en ayant cherché Mathias Ekholm, je pense que ça leur remplit leurs besoins. On sait qu'ils étaient intéressés à Edmonton. Et je pense que Mathias Ekholm, c'est un peu un Edmonton, mais un peu un meilleur Edmonton, on va dire. Et Tyson Barrie, c'était plus un défenseur offensif. Donc, ils ont changé un offensif pour un défensif. Et ils ont dû payer un peu plus. Donc, ils ont donné Reed Schaeffer. Pour ceux qui ne savent pas, Reed Schaeffer, c'était je pense, 32 ans. En tout cas, un des derniers choix de la première ronde du dernier repêchage. En ce moment, il était au Thunderbirds de Seattle. Toute une équipe dans la WHL, dans les rangs juniors. Donc, Reed Schaeffer. Il était également aussi à l'équipe Canada Junior. Aussi. Il n'y a pas eu un excellent tournoi. Il y a eu, je pense, 1 point en 7 matchs. Ils étaient un peu le 13e attaquant. En ce moment, Schaeffer, il a 58 points en 66... non, excuse-moi. 47 points en 44 matchs pour les Thunderbirds de Seattle. C'est quand même un bon espoir. Mais c'est pas sûr, c'est pas un espoir top. Mais c'est quand même un bon retour pour Mathias Ekholm et c'est quand même un bon échange pour les Oilers. Ça remplit pas mal leurs besoins. Et ce que je trouve intéressant de noter aussi, c'est que dans l'échange, les Predators ont retenu seulement 4% du salaire. Oui. Donc, c'est pas rare qu'une équipe va retenir du salaire pour envoyer un de ses joueurs dans une autre équipe, sauf que seulement 4%. C'est quand même surprenant, sauf que quand on voit en fait les échanges, l'échange qu'ils ont fait ensuite, c'est pas tant surprenant. Parce que les Oilers sont également allés chercher l'attaquant Nick Bjugstad, je pense, Bjugstad. Bjugstad également, les Coyotes ont retenu 50% du salaire, ce qui équivaut à 450 000 $. Et ce qui est fou, c'est que les Predators ont retenu exactement ce montant d'argent, ce qui a permis aux Oilers de recevoir et Bjugstad et Ekholm. Donc c'est vraiment une belle tour de passe-passe en fait pour gérer le plafond salarial des Oilers. Ouais, surtout que les Oilers, on sait qu'ils payent McDavid 12,5 millions, Draisaitl 8,5 et Darnell Nurse 9,25 millions. Donc ça fait beaucoup de salaire. Donc c'est sûr que c'est assez touché un peu pour les Oilers. Faut qu'ils jouent beaucoup avec le salaire, vraiment comment être en dessous du plafond. Je pense qu'ils ont assez bien réussi leur coup. C'est sûr que quand tu regardes un peu leur équipe, c'est sûr que c'est un candidat. C'est sûr que l'année passée,
ils ont atteint la finale de conférence. Cette année, je pense qu'ils peuvent le faire encore. C'est sûr que t'as d'autres équipes qui se sont hissées dans l'Ouest. On peut penser aux Stars, aux Jets, mais aussi au Kraken de Seattle qui a causé vraiment une grosse surprise cette année. Mais aussi les Flames. Les Flames, malheureusement, une surprise plutôt décevante. Je pense que les séries dans l'Ouest sont assez dessinées. Assez clair, très Ouais. clair. Malgré que cette année, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la Coupe Stanley va rester dans l'Est. Colorado peuvent toujours être dangereux, ça c'est sûr, mais Peut-on parler d'une domination de la conférence Est dans le classement général? Les Bruins, les Devils, les Hurricanes, les Leafs et le Lightning de Tampa Bay forment le top 5 de la Ligue. Wow. Et ensuite, nous avons des équipes de l'Ouest telles que les Golden Knights, l'Avalanche et les Jets. Alors, en parlant du top 5 de la Ligue, les Maple Leafs en font partie. On sait leur succès en série Ouais. et on va dire atroce. On s'en va jouer au golf tôt dans les séries malgré notre grosse équipe que nous avons. On peut parler des trades qu'ils ont effectués. On est allé solidifier notre défensive, notamment avec Luke Shane qu'on a été chercher à Vancouver. J'aimerais vous entendre sur le défenseur. il brasse beaucoup. C'est un défenseur qui plaque beaucoup. Je pense qu'il mène la ligue en mise en échec. Parce qu'un bout de la saison, il menait en mise en échec. C'est un défenseur qui brasse beaucoup. Je pense que Slavkovski peut en témoigner. Excusez-moi les gars, petite blague. Ça m'a entièrement raison. Excusez-moi pour vous. Pas de problème. Mais Luke Chen connaît une très bonne saison comparativement à son début de carrière. Luke Chen connaît une très bonne saison. Il c'est quand même un très bon défenseur à Vancouver. Les Effectivement. Maple Leafs se sont définitivement améliorés. Avec O'Reilly, entre autres. O'Reilly Ouais. notamment, on peut en parler. En fait, je pense que les Blues s'attendaient. Je pensais pas voir les Blues avoir le statut de vendeur. Mais Ah, finalement, en même temps, avec deux joueurs qui allaient devenir agents libres sans restriction. Oui. On parle ici de Tarasenko et de O'Reilly. C'était quand même assez probable de les voir partir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je pense que quand on voit un Absolument. peu. Moi, Saint-Louis m'a assez déçu, honnêtement. Avoir une fiche en bas de 500, donc avoir plus de défaites que de victoires. J'étais assez surpris de voir Saint-Louis de cette manière-là. Et je pense que les deux seuls joueurs intouchables pour Saint-Louis, c'est Jordan Kyrou et Robert Thomas. D'accord. On sait qu'ils ont acquis Jakub Vrana aujourd'hui pour un retour assez petit. On sait que Vrana est dans les mineurs à Détroit. Mais Saint-Louis, c'est assez intéressant. Ben, je comprends beaucoup. Je comprends qu'il ait vendu. Donc, Tarasenko et O'Reilly. Mais c'est assez spécial de voir Saint-Louis vendre. Effectivement. Et si on revient à Toronto, tu sais, on est des gars de Montréal. Nous autres, Ouais, on a ouais. bien se tordre quand les Leafs vont jouer au golf après le Ouais. tour numéro 1. Pensez-vous que cette année, le scénario va être différent? Surtout que les Leafs vont sûrement affronter le Lightning de Tampa Bay vu la saison incroyable que les Bruins font. Je le souhaite. Je le souhaite pour les Maple Leafs. Pour les fans. Je le souhaite pour les fans aussi. Ça doit être pas facile. Ça doit être vraiment pas facile. À chaque année, je pense que ça fait 5 ans, 6 ans. Depuis 2004, Effectivement. pour cette Ça fait quand même. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est pas facile. Fait que je leur souhaite une victoire en première ronde, de fait. Parce que, on va se le dire, ils ont toute une équipe de hockey. Ouais, mais avec oui. l'Est autant pacté, c'est Effectivement, ça va c'est être dur, dur. c'est C'est dur. ça le problème. C'est que, mettons, il y avait les Lightning et les Maple Leafs. C'est deux équipes qui se sont améliorées pendant. Juste avant la date limite des transactions. Il y a une des deux équipes qui va sortir en première ronde quand même. Oui, c'est sûr. Effectivement. Il faut le rappeler. Fait que quand même, c'est comme. Je leur souhaite vraiment de passer la première ronde, mais c'est comme un peu. C'est un peu du 50-50. Ouais. Effectivement, mais du plus loin que je me rappelle, c'est la première fois que je vois les Maple Leafs autant bouger pour se builder un club pour les séries éliminatoires. Mais t'as pas le choix. Avec Austin Matthews, qui va être agent libre sans restriction, pas cet été, mais l'été 2024, il faut le temps presse un peu pour les Maple Leafs. Tu sais, personnellement, j'ai pas vraiment le goût de voir Austin Matthews partir des Maple Leafs. Ça va faire un peu... même si je suis un fan un peu du Canadien, et les Maple Leafs sont définitivement dans mes équipes un peu plus détestables, j'ai pas le goût de voir les Maple Leafs vraiment vers un downfall. J'ai le goût de voir un peu les Leafs rester au top. T'sais, on sait que cette équipe-là, s'ils jouent à leur plein potentiel, c'est une équipe qui est un candidat à la Coupe Stanley. Mais quand tu affrontes Tampa Bay en première ronde, Effectivement. Tampa Bay contre Toronto peut être une finale de l'Est.
Et là, c'est une série de première ronde. Effectivement. Avez-vous des prédictions par hasard? Tampa ou Toronto? C'est dur de parier contre Tampa en séries éliminatoires. C'est un club qui a fait 3 fois la Coupe Stanley de suite. 2 Coupes Stanley d'ailleurs. Tampa Bay sont toujours un candidat à la Coupe. Donc, ils ont beaucoup d'expérience en série. Effectivement, on parie sur Tampa Bay en 7 puis on se fait de l'argent. On va voir ça. En tout On va cas, voir ça. je le verra souhaite ça. pour les fans des Leafs parce que au cours des dernières années, on a vu beaucoup de fans brûler leur chandail Ouais. des Leafs dans des barbecues et plein de jokes et de stupidités comme ça pour montrer leur dégoût vis-à-vis de leur équipe qui se font sortir en première ronde. Par mais- ailleurs, j'ai un petit scoop pour vous. En parlant même de Tampa Bay, ils ont démontré de l'intérêt pour John Klingberg. Ouh! John Klingberg devrait être un joueur qui devrait bouger aujourd'hui même. On sait qu'il fait partie des Ducks, qui est un candidat pour Connor Bedard, et Klingberg devrait être un joueur qui bouge. On le souhaite. La date limite est dans 3 heures, donc ça laisse quand même amplement de temps pour 2 équipes de monter un échange